Faisons un peu de linguistique, mes chers amis, et parlons du franglais. Le franglais est une expression qui a été lancée au début des années 60 par René Etiambe, qui est un sinologue, je crois, dans un ouvrage qui est paru dans la collection Essais de Gallimard, ou je ne sais plus très bien, Parlez-vous franglais, ça s'appelait. Et ça a été une onde de choc d'une certaine manière, parce que les gens, on leur a fait comprendre que le français était envahi, entre guillemets, par l'anglais. Alors, vous connaissez mes thèses là-dessus, vous savez qu'il faut relativiser considérablement ce genre de propos, qui relèvent presque de la contre-vérité, ou même presque, dirais-je, du paradoxe. Et je dirais qu'il y a deux types de franglais aujourd'hui. Parler franglais, c'est employer des mots germaniques, ou bien c'est employer des mots français tels qu'ils sont pratiqués en dehors de la langue française. Comme l'anglais lui-même utilise énormément de mots français, il appartient de facto à cette galaxie de la francophonie. Et on sait d'ailleurs que, par exemple, on sait très bien qu'au Québec, on a des acceptions, on a des usages de certains mots français, voire même on a des néologismes qu'on ne connaît pas, qu'on ne pratique pas en France. Et de la même façon, les Américains ou les Anglais ou les Australiens ou les Indiens, peu importe, les Hindous, peuvent avoir des usages, des pratiques de certains mots français que l'on ne connaît pas en France, mais qui font partie, de facto, de la francophonie. Donc là, il y a déjà un problème. Donc, employer des mots non français, qui n'ont pas de racines latines notamment, c'est une chose. Employer des mots français qui ont des acceptions, des significations qui ne sont pas celles de la langue française actuelle, c'en est une autre. Ce n'est pas du tout la même gravité. On nous a beaucoup parlé, dans les classes d'anglais, des faux amis. Et ça veut dire quoi, les faux amis? C'est une plaisanterie. Les faux amis, ça veut dire des mots qui n'ont pas exactement le même sens en anglais, si on peut parler de la langue anglaise, qui est une sorte de fourre-tout, et en français. Mais non, ce ne sont pas des faux amis, ce sont des variétés qui se produisent dans le champ francophone, que ce soit le champ francophone africain ou le champ francophone anglo-saxon, qui fait partie, qu'on le veuille ou non, du champ francophone. C'est pour ça que je propose au gouvernement d'élargir le secrétariat à la francophonie de façon à intégrer notamment les pratiques francophones qui se font dans d'autres langues, comme l'anglais, mais aussi comme l'allemand, voire comme le russe, par exemple. Et j'en passe. Ça fait partie d'une stratégie que j'appelle la stratégie de l'identité impériale de la France, dont j'ai parlé encore il y a quelques jours, quelques heures. Savoir que la France, comme d'autres pays, a une identité impériale et pas nationale. Ça change tout. L'identité nationale, ça veut dire, voilà, il y a les Français, et puis il y a les autres, et puis voilà. Non, l'identité impériale, c'est beaucoup plus large que ça. Ça englobe beaucoup plus de choses que ça. Ça englobe un espace historico-géographique beaucoup plus vaste dans l'espace-temps. Et la France est un des grands empires de l'histoire de l'humanité. Probablement un des 10 plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Et en particulier, c'est un empire qui est toujours là, avec ses ramifications, ses implications diverses,
ses niveaux de diffusion divers, mais il est toujours là. Et on ne peut pas gouverner la France sans avoir cette conscience de l'impérialité de la France. Et ça, c'est mon nouveau discours, un discours qui s'appellerait donc identité impériale et qui se substituerait à la notion d'identité nationale. Car dans cette identité impériale, et à ce moment-là, on verrait la France pouvoir communiquer avec d'autres identités impériales, hein, et trouver une sorte de compréhension, d'intercompréhension, d'empathie avec d'autres identités impériales. Et ça fait donc de la France une grande puissance, sur le plan culturel, sur le plan de son pouvoir, de son action, de son emprise, de son empire. Le mot empire et emprise, ça vient à peu près de la même racine, il y a une confusion à ce niveau-là. Mais voilà le nouvel avenir que je propose à la France, n'est-ce pas? Cette idée d'identité impériale, qui permet d'englober le monde arabo-musulman, en France et à l'extérieur de la France, qui permet d'englober le monde anglo-saxon, quelque part, le monde européen, et qui permet de ne pas avoir une vision étriquée de la France. La France n'est pas Vienne, n'est pas la Vienne de l'après-Première Guerre mondiale. Hein, ce n'est pas une sorte de capitale réduite à une sorte de croupion d'un empire qui s'est disloqué. Les empires ne se disloquent jamais. Il faut bien le comprendre. L'empire russe, il existe, et il existe en dehors même de la Russie. Le bloc communiste, ça fait partie historiquement de l'empire russe. Que, effectivement, ça ne soit plus le cas, peut-être. Tout est relatif, et tout est provisoire, et tout est temporaire. Mais il faut respecter cela. Cela dit, l'empire russe, au sens du bloc de l'Europe de l'Est, reprend aussi une partie de l'empire austro-hongrois. Donc c'est pas si simple que cela. Mais c'est une nouvelle conception de l'histoire qui est celle de des identités impériales, de la cohabitation entre ces identités impériales, qui n'est peut-être pas simple, qui demande peut-être une forme de droit international nouveau, peut-être, pourquoi pas. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Cette question de la linguistique est une question explosive, qui est refoulée, qui est refusée. Et justement, aujourd'hui, nous sommes en phase conjonctionnelle au niveau cyclique. Il est temps de rappeler la question des empires, c'est-à-dire le fait que ce qu'on croit être complètement cloisonné et séparé ne l'est pas. Chaque empire est une sorte de tour de Babel qui apporte une certaine unité dans la diversité.